Et si je te disais que devenir riche jeune n'a presque rien à voir avec l'argent, mais tout à voir avec ton esprit? Napoleon Hill affirmait que la richesse commence toujours par une bataille mentale avant de devenir une réalité financière. La plupart des gens perdent ce combat très tôt, sans même s'en rendre compte. Les doutes, la peur, l'influence des autres sabotent leur chance avant même le premier pas. Mais ceux qui gagnent ce jeu mental prennent une avance énorme dès leur jeunesse. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car la dernière leçon peut littéralement changer ta trajectoire de vie. Leçon 1. La richesse commence par une décision claire. Pour comprendre la profondeur de cette première leçon, il faut d'abord saisir la distinction fondamentale que Napoleon Hill établit entre un souhait et une décision. La grande majorité des gens sur cette terre souhaitent être riches. Ils espèrent, ils rêvent, ils imaginent ce qu'ils feraient s'ils gagnaient à la loterie ou s'ils tombaient sur un héritage inattendu. Cependant, ce désir passif est totalement inefficace sur le plan neurologique et spirituel. Pour le jeune qui aspire à la fortune, la première étape n'est pas l'action, mais la cristallisation de la volonté. Une décision claire agit comme un laser. Elle concentre toute l'énergie diffuse de l'esprit sur un point unique, créant une chaleur et une intensité capables de transpercer les obstacles. C'est ce que Hill appelait l'objectif majeur défini. Sans cette définition précise, le cerveau ne reçoit aucune instruction valide et continue de fonctionner en mode par défaut, réagissant aux événements au lieu de les créer. Il est crucial de comprendre que la nature et l'univers financier ont horreur du flou. Dire « je veux avoir beaucoup d'argent » est une phrase qui ne contient aucune puissance magnétique. Pour le subconscient, beaucoup ne signifie rien. Est-ce 10 000, 1 million, 100 millions? La jeunesse est souvent une période de confusion et d'exploration, mais ceux qui accumulent une richesse précoce échappent à cette errance en fixant des coordonnées précises. Ils décident d'un montant exact, d'une date limite inflexible et surtout de ce qu'ils vont donner en échange de cette richesse. Cette décision doit être si ferme qu'elle ne laisse aucune place à la possibilité d'un retour en arrière. C'est l'équivalent mental de brûler ses vaisseaux une fois arrivés sur le rivage ennemi. La retraite étant impossible, la seule option restante est la victoire. Cette clarté décisionnelle a un effet physiologique immédiat. Dès l'instant où une décision irrévocable est prise, le système réticulé activateur du cerveau, SRA, change de filtre. Soudainement, le jeune entrepreneur commence à voir des opportunités là où, la veille, il ne voyait que du bruit de fond. Les conversations, les articles de presse, les rencontres fortuites prennent une nouvelle signification car l'esprit est désormais calibré pour détecter tout ce qui peut favoriser la réalisation de la décision prise. C'est pourquoi il insiste tant sur le fait que la richesse est d'abord un état d'esprit avant d'être un état de compte bancaire. La décision ferme envoie un signal de commande à l'intelligence infinie, transformant le « je voudrais » timide en un « je suis » impératif. Cependant, prendre une décision claire demande un courage immense, car cela implique de renoncer à toutes les autres options. Décider, c'est littéralement couper, de la racine latine decider. Pour devenir riche jeune, il faut décider de ne pas suivre la voie standard, de ne pas se contenter de la sécurité médiocre, de ne pas écouter les voix prudentes de l'entourage. C'est un acte de rébellion constructive. Cette décision doit être écrite. Hill a détaillé une méthode précise, écrire la somme, la date, le service rendu et le plan. Ce document n'est pas un simple papier, c'est un contrat signé avec soi-même. Le simple fait d'écrire cette décision commence à la matérialiser dans le monde physique. C'est la première étape de la transmutation de l'immatériel, la pensée, vers le matériel, l'argent. Un autre aspect vital de cette leçon est la notion d'urgence. Les jeunes qui réussissent tôt ne se disent pas « un jour je serai riche ». Ils décident que le processus commence maintenant. Ils comprennent que le temps est la ressource la plus volatile. En prenant une décision claire aujourd'hui, ils activent la loi de l'attraction et la loi de l'action. L'hésitation est le poison de l'ambition.
Chaque jour passé dans l'indécision est un jour où l'énergie mentale fuit et se disperse. La décision agit comme un barrage qui canalise cette énergie pour produire de l'électricité. Plus la décision est claire, précise et intense, plus la puissance générée est grande. Enfin, cette décision doit être soutenue par ce que Hill appelle un désir ardent. Il ne s'agit pas d'une simple envie, mais d'une obsession pulsatile qui transcende la logique. C'est ce désir, couplé à une décision inébranlable, qui permet de traverser les déserts inévitables de l'entrepreneuriat. Quand les obstacles surgissent, et ils surgiront, seule la clarté de la décision initiale permet de ne pas dévier. Celui qui a décidé qu'il deviendra riche quoi qu'il arrive, traite l'échec non comme un arrêt, mais comme une information. Sa décision est le phare qui reste allumé même au cœur de la tempête, guidant le navire vers le port de la prospérité. C'est là, dans ce moment de détermination silencieuse mais absolue, que la richesse prend réellement racine. Leçon 2. L'autosuggestion façonne ton identité. L'autosuggestion est, selon Napoleon Hill, l'outil de programmation le plus puissant dont dispose l'être humain. C'est le lien direct entre l'esprit conscient, qui pense et raisonne, et l'esprit subconscient, qui exécute et attire. Pour un jeune qui souhaite devenir riche, comprendre ce mécanisme est une question de survie financière. Nous sommes constamment bombardés de suggestions extérieures, par les médias, l'école, la famille, qui nous dictent nos limites. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Il faut travailler dur pour survivre. Tu es trop jeune pour comprendre. Si l'on ne prend pas le contrôle conscient de ces suggestions, le subconscient absorbe ces limitations et les transforme en réalité physique. L'autosuggestion consiste à rejeter ces scripts imposés pour écrire son propre code source. Le subconscient ne fait pas la différence entre une réalité physique et une pensée fortement émotionnalisée. C'est la clé de voûte de cette leçon. Si vous vous répétez chaque jour avec conviction et émotion que vous êtes en train de bâtir une fortune, votre subconscient va accepter cette commande comme une vérité absolue et commencera à travailler en arrière-plan pour la réaliser. Il influencera vos comportements, vos micro-décisions, votre posture et même votre niveau d'énergie. À l'inverse, si vous vous voyez comme un étudiant fauché ou un débutant inexpérimenté, votre subconscient fera tout pour valider cette identité, sabotant inconsciemment vos opportunités de succès pour rester cohérent avec l'image que vous avez de vous-même. Hill explique que l'homme est le maître de son destin terrestre parce qu'il a le pouvoir d'influencer son propre subconscient. Pour un jeune ambitieux, cela signifie qu'il faut pratiquer l'autosuggestion de manière rituelle. Il ne s'agit pas simplement de répéter des affirmations positives devant un miroir de manière mécanique. Les mots sans émotion n'ont aucun impact sur le subconscient. Il faut mélanger la pensée avec la foi, l'enthousiasme et la gratitude. Il faut ressentir la possession de l'argent avant même qu'il ne soit là. C'est un exercice d'imagination active où l'on doit se voir, se sentir et agir comme la personne riche que l'on décide de devenir. C'est ce décalage volontaire entre la réalité actuelle et la vision intérieure qui crée une tension créatrice, forçant la réalité à s'aligner sur la vision. L'identité précède la réalité. Beaucoup de jeunes attendent d'avoir des résultats pour avoir confiance en eux. C'est l'erreur classique. La richesse commence quand l'identité intérieure évolue, bien avant que le compte en banque ne suive. En utilisant l'autosuggestion, on installe le logiciel du millionnaire dans le cerveau. On commence à penser comme un riche, à gérer son temps comme un riche, à prendre des risques calculés comme un riche. Cette nouvelle identité intérieure va naturellement repousser les habitudes de pauvreté, procrastination, peur, dépenses futiles, car elles ne sont plus compatibles avec le nouveau moi que l'on construit. C'est une métamorphose psychologique complète. Il faut aussi comprendre que l'autosuggestion fonctionne dans les deux sens. La plupart des gens pratiquent l'autosuggestion négative sans le savoir. Chaque fois qu'ils se plaignent, qu'ils doutent de leurs capacités ou qu'ils envient les autres, ils plantent des graines de pauvreté dans leur jardin mental. Hill utilise souvent cette analogie du jardin. Le sol, le subconscient, est fertile. Il fera pousser avec la même abondance le poison ou le blé.
Il ne juge pas la graine. C'est la responsabilité du jardinier, l'esprit conscient, de veiller à ce que seules les graines de richesse, de confiance et de succès soient plantées. Pour un jeune, cela demande une discipline mentale de fer, surveiller son dialogue intérieur et remplacer immédiatement chaque pensée limitante par une affirmation de puissance. En définitive, l'autosuggestion est l'outil qui permet de combler le fossé entre le désir et la foi. Au début, affirmer « je suis riche et prospère » peut sembler être un mensonge face à une réalité difficile. Mais à force de répétition, ce mensonge s'imprime dans le subconscient et devient une croyance. Et une fois qu'une croyance est installée, elle devient une prophétie autoréalisatrice. Les jeunes fortunes se bâtissent d'abord dans l'invisible. En façonnant consciemment leur identité par l'autosuggestion, ils prennent le contrôle du levier le plus puissant de l'univers humain, la foi appliquée. Leçon 3. La peur est l'ennemi principal. Parmi tous les obstacles qui se dressent sur la route de la richesse, aucun n'est plus redoutable que la peur. Napoleon Hill a identifié 6 peurs fondamentales. Mais pour la jeunesse qui aspire au succès, la peur de la critique et la peur de l'échec sont les 2 paralysants majeurs. La peur n'est pas seulement une émotion désagréable, c'est une fréquence vibratoire qui bloque l'imagination, détruit l'enthousiasme et empêche l'action. Tant que la peur gouverne, l'accès à l'intelligence infinie est coupé. Les jeunes qui réussissent ne sont pas des surhommes sans peur. Ce sont des individus qui ont appris à maîtriser cette émotion et à agir malgré sa présence. Ils comprennent que la peur est souvent une illusion, un scénario catastrophe écrit par un esprit qui cherche trop la sécurité. La peur de la critique est particulièrement virulente à l'ère des réseaux sociaux. La jeunesse est programmée biologiquement pour chercher l'approbation du groupe. Vouloir devenir riche, c'est par définition sortir du rang, c'est oser être différent. Cela expose immédiatement au jugement, à la moquerie ou à l'incompréhension des pairs et de la famille. Cette peur d'être ostracisé tue des millions d'idées avant même qu'elles ne soient testées. Il enseigne que pour bâtir une fortune, il faut développer une immunité contre l'opinion d'autrui. Il faut accepter que la critique est le prix inévitable de l'ambition. Si vous n'êtes pas critiqué, c'est probablement que vous ne faites rien d'assez audacieux. La peur de l'échec, quant à elle, paralyse l'initiative. Dans le système scolaire traditionnel, l'échec est puni, noté rouge, stigmatisé. On apprend aux jeunes qu'échouer est honteux. Or, dans le monde de la création de richesse, l'échec est la matière première du succès. C'est un feedback, une donnée statistique, un entraînement. Les jeunes riches comprennent que chaque échec porte en lui le germe d'un avantage équivalent ou supérieur. Ils ne voient pas l'échec comme un mur, mais comme un dos d'âne. La peur de perdre de l'argent ou du temps pousse à l'inaction, et l'inaction ou la procrastination est la voie royale vers la pauvreté. Vaincre cette peur demande de redéfinir sa relation à l'erreur. L'erreur n'est pas une identité, je suis un raté, c'est un événement, ce projet n'a pas marché. Il explique aussi que la peur est un état d'esprit et qu'un état d'esprit peut être contrôlé et dirigé. La peur est le résultat d'une focalisation sur ce que l'on ne veut pas au lieu de ce que l'on veut. Quand on a peur de la pauvreté, on visualise la pauvreté et on l'attire. Pour chasser la peur, il faut saturer l'esprit avec la vision de la réussite. L'action est le remède universel contre la peur. L'anxiété vit dans l'attente, le courage vit dans le mouvement. Plus on hésite, plus la peur grandit. Les jeunes entrepreneurs apprennent à réduire le temps entre l'idée et l'exécution, pour ne pas laisser à la peur le temps de s'installer et de fossiliser leur volonté. Il existe aussi une peur plus subtile, la peur du succès. Beaucoup de jeunes craignent inconsciemment les responsabilités, la pression ou le changement de personnalité que la richesse pourrait engendrer. Ils s'auto-sabotent juste au moment de réussir. Ils insistent sur l'importance de nettoyer ces fantômes mentaux. Il faut faire un inventaire honnête de ces peurs. Les nommer, c'est commencer à les détruire. Ignorer la peur ne fonctionne pas. Il faut la confronter, l'analyser rationnellement et réaliser qu'elle n'a de pouvoir que celui qu'on lui accorde. Finalement, la conquête de la peur est le prérequis à la liberté financière.
Un esprit effrayé est un esprit esclave. La richesse demande de l'audace, de l'innovation et la capacité de prendre des décisions impopulaires. Ceux qui laissent la peur du « qu'en dira-t-on » ou la peur de perdre dicter leur conduite resteront toujours au niveau de la médiocrité. La richesse appartient à ceux qui ont le courage de traverser la peur pour aller chercher ce qui leur revient de droit. Comme le disait Hill, la peur n'est rien d'autre qu'un état d'esprit, et vous êtes le maître de votre esprit. Leçon 4. L'environnement mental est décisif. Le concept du mastermind, ou cerveau collectif, est peut-être l'une des découvertes les plus pragmatiques de Napoleon Hill. Il stipule qu'aucun esprit n'est complet en soi. Pour générer une grande puissance, il faut connecter plusieurs esprits, piles, pour créer une batterie géante. L'environnement mental dans lequel un jeune évolue est donc décisif. On ne peut pas espérer devenir riche en étant entouré de personnes qui pensent pauvres, qui sont cyniques ou qui se complaisent dans l'échec. L'esprit humain absorbe, par osmose, les vibrations dominantes de son entourage. Si vous êtes le plus intelligent et le plus ambitieux de votre groupe, vous êtes dans le mauvais groupe. Votre croissance est plafonnée par le niveau moyen de votre environnement. Le mastermind n'est pas simplement un réseau social ou un groupe d'amis. C'est une alliance coordonnée de 2 ou plusieurs esprits qui travaillent dans une harmonie parfaite vers un but défini. Le principe est que 1 plus 1 ne fait pas 2, mais 3 ou plus. Une troisième force invisible, une intelligence supérieure, se crée lorsqu'il y a synergie entre plusieurs cerveaux. Pour un jeune entrepreneur, cela signifie qu'il est vital de s'entourer de mentors, de partenaires ou de pairs qui le tirent vers le haut. Il faut activement rechercher la compagnie de ceux qui ont déjà atteint ce que l'on vise, ou qui possèdent la même faim insatiable de réussite. Cette friction intellectuelle produit des étincelles d'idées qu'il serait impossible de générer seul. L'environnement mental concerne aussi ce que l'on consomme intellectuellement. À notre époque, le mastermind peut être virtuel. Si vous n'avez pas de millionnaires dans votre quartier, vous pouvez les côtoyer à travers leurs livres, leurs podcasts, leurs conférences. Il dirait aujourd'hui que votre fil d'actualité est votre environnement. Si vous suivez des comptes qui promeuvent la distraction, la polémique ou la négativité, vous empoisonnez votre esprit. Si vous écoutez des créateurs qui parlent d'investissement, de stratégie et de développement personnel, vous créez un incubateur mental propice à la richesse. Votre cerveau adopte les standards qu'il fréquente quotidiennement. Il est impératif de curer cet environnement avec une rigueur impitoyable. Un aspect souvent négligé du mastermind est la protection contre les influences négatives. Il est parfois nécessaire de s'éloigner de proches ou d'amis d'enfance qui, sans le vouloir, sapent votre confiance par leurs doutes et leurs peurs. C'est une étape douloureuse mais nécessaire. La richesse demande une énergie mentale colossale. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des fuites d'énergie causées par des vampires émotionnels. Un environnement stimulant agit comme un propulseur. Il normalise l'ambition. Quand tout le monde autour de vous parle de projets à 6 ou 7 chiffres, cela devient votre nouvelle norme, votre zone de confort psychologique s'étend. De plus, le mastermind permet de compenser ses propres faiblesses. Aucun individu ne possède toutes les connaissances et compétences nécessaires pour accumuler une grande fortune. En s'associant avec des personnes dont les talents complètent les siens, un créatif avec un gestionnaire, un technicien avec un vendeur, on multiplie sa force de frappe. Hill a observé que tous les grands hommes, de Ford à Carnegie, ne réussissaient jamais seuls. Ils étaient simplement les chefs d'orchestre d'un groupe d'esprits harmonieux. La capacité à s'entourer et à fédérer les talents est plus précieuse que le talent individuel pur. En conclusion, l'environnement mental est le terreau dans lequel votre graine de richesse va mourir ou grandir. Vous avez le choix de rester dans un sol aride ou de vous transplanter dans un sol riche en nutriments. Créer son propre mastermind, c'est construire une forteresse contre la médiocrité. C'est choisir délibérément l'influence que l'on subit pour s'assurer qu'elle nourrit notre objectif majeur. La richesse est un sport d'équipe, et la qualité de votre équipe
réel ou virtuel, déterminera l'ampleur de votre victoire. Leçon 5. La persévérance bat le talent. Si le désir est le point de départ, la persévérance est le véhicule qui mène à la destination. Napoleon Hill a analysé des milliers de cas d'échecs et de réussites, et la cause la plus commune de l'échec est l'habitude d'abandonner lorsque l'on est frappé par une défaite temporaire. La persévérance est un état d'esprit qui peut et doit être cultivé. Pour un jeune impatient de voir des résultats, c'est la leçon la plus difficile mais la plus essentielle. La richesse ne vient pas en ligne droite. Elle est le résultat d'un processus cumulatif d'efforts, souvent invisibles au début, qui finissent par payer de manière exponentielle. Le talent sans persévérance est un gâchis tragique. La persévérance sans talent particulier peut bâtir des empires. Hill raconte l'histoire célèbre de R.U. Darby, qui a creusé pour de l'or, a trouvé un filon, a investi dans des machines, puis a vu le filon disparaître. Il a abandonné et vendu son matériel à un ferrailleur. Le ferrailleur a fait appel à un ingénieur et a découvert que l'or se trouvait à seulement 3 pieds, 1 mètre, de là où Darby avait arrêté de creuser. Cette anecdote illustre une vérité universelle. Le succès se cache souvent juste un pas après le point où la défaite semble totale. C'est le test ultime de la vie. La persévérance est la capacité de continuer à creuser quand on ne voit plus l'or, quand la logique suggère d'arrêter, quand l'enthousiasme du début s'est évaporé. La persévérance est directement liée à la volonté et à la maîtrise de soi. Elle transforme le désir flou en une force concrète. La plupart des gens ont de bonnes idées, mais très peu ont la ténacité de les exécuter jusqu'au bout. Le but, c'est souvent des années de travail. La persévérance crée sa propre chance. À force d'insister, de frapper aux portes, d'affiner son produit ou son service, on finit par briser la résistance de l'environnement. Il explique que la persévérance induit la foi. Celui qui persiste finit par se convaincre lui-même de sa réussite inévitable, et cette conviction irradie vers les autres, attirant opportunité et coopération. Il y a une différence majeure entre l'obstination aveugle et la persévérance intelligente. La persévérance implique la flexibilité dans les moyens tout en gardant la rigidité sur l'objectif. Si un plan échoue, on le remplace par un autre, puis un autre, sans jamais changer la destination finale, la richesse. Les jeunes qui réussissent savent pivoter, s'adapter, apprendre de leurs erreurs, mais ils ne lâchent jamais la vision globale. Ils comprennent que l'échec n'est qu'un plan qui n'a pas fonctionné, pas une sentence finale. Chaque refus, chaque perte financière est un test de qualification pour le succès futur. Les ennemis de la persévérance sont la procrastination, le manque d'intérêt, l'indécision et l'habitude de blâmer les autres. Pour cultiver la persévérance, il recommande 4 étapes simples. Un but précis soutenu par un désir ardent, un plan défini exprimé par une action continue, un esprit fermé hermétiquement aux influences négatives et décourageantes, et une alliance amicale avec une ou plusieurs personnes qui encouragent à poursuivre le plan, le mastermind. C'est une discipline quotidienne, c'est se lever chaque matin et refaire le choix de son objectif, même quand on ne sent pas la motivation. En fin de compte, la persévérance est l'assurance contre l'échec. La vie a une façon étrange de céder face à celui qui refuse d'accepter « non » pour réponse. La richesse accumulée jeune n'est presque jamais le fruit du hasard. C'est la récompense d'une endurance mentale supérieure. C'est la capacité de maintenir la pression jusqu'à ce que le charbon se transforme en diamant. Comme le disait Hill, un lâche ne gagne jamais et un gagneur n'abandonne jamais. La persévérance est la qualité qui distingue les rêveurs des réalisateurs, transformant une idée moyenne soutenue par une volonté de faire en un succès extraordinaire. Napoleon Hill nous rappelle une vérité puissante. L'argent suit toujours l'état d'esprit. Si tu veux devenir riche jeune, entraîne ton mental avant de chercher les opportunités. Commence aujourd'hui par contrôler tes pensées, tes décisions et ton entourage. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, aime-la, abonne-toi et partage-la. Et surtout, souviens-toi,
La richesse est un jeu mental, et tu peux commencer à le gagner maintenant.